10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce lundi, ce sera avec Gérard Ouessan, le patron du journal Sika, Jacques Jacouti, éditorialiste, et Loma Kisogbe, la Nouvelle Tribune, et Michel Tchadia du journal Ouara le Vainqueur qui vont aussi nous rejoindre d'une minute à l'autre. Ce matin, nous reviendrons sur l'actualité politique encore. Et probablement, les discussions politiques ne pourront démarrer demain mardi 23 janvier comme préconisé la facilitation guinéenne. Selon toute vraisemblance, la bombe de discorde, la litanie de préalables dressés par la coalition de 14 partis politiques de l'opposition. Pendant ce temps, le pouvoir, lui, se prépare tout doucement pour les échéances électorales. La CENI se met en ordre de bataille, dit-on. L'opposition ne donnerait-il pas une chance aux discussions en mettant de côté un tant soit peu les préalables? Nous poserons la question tout à l'heure. On en discutera avec les confrères en studio. Et puis les routes togolaises qui tuent et continuent de tuer. 2017, c'est 580 morts sur nos routes. Ceci malgré les mesures prises par les autorités togolaises. Le problème n'est-il pas finalement ailleurs? On va en discuter avec mes confrères, bien sûr. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Et vous avez dans les kiosques ce matin le quotidien Liberté. On en parlait un petit peu dans Taxi Média Show aujourd'hui. Le confrère titre justement sur la crise politique au Togo. Pas de démarrage du dialogue ce mardi 23 janvier. Une nouvelle mission ghanéenne attendue à Lomé, annonce donc le confrère Liberté. Et toujours par rapport donc à la crise politique, à la manifestation de l'opposition, la colère noire des femmes contre le régime de Faure Gnassingbé, le journal en parle aussi ce matin. Désir d'offrir 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Faure Gnassingbé contourne les dispositions réglementaires pour favoriser les mesures ou les membres, je veux dire favoriser les membres de sa galaxie. Et puis, tribunal de Vaughan, un cultivateur emprisonné pour menace de mort. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté ce matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques, c'est Forum de la semaine. Forum de la semaine qui évoque le cas des accidents de circulation au Togo. 580 morts enregistrés sur 5181 accidents en 2017. Les détails sont à découvrir dans le journal. Éducation avec le nouveau cadre de discussion mis en place, le confrère en parle. Aussi le nouveau restaurant et le Wi-Fi campus opérationnel depuis jeudi. Le dossier de notre confrère, c'est par rapport donc aux effets néfastes de la difficile situation politique sur l'économie togolaise. Vous l'article à découvrir dans le journal Forum de la semaine, le quotidien bien sûr. Le billet hebdomadaire Le Libéral aussi dans les caisses que ce matin, mortelles nos routes, s'exclame notre confrère. Les motos à l'origine de 60% de décès par accident au Togo. Affaire des incendies des marchés dans l'attente d'un procès à quand la levée de l'immunité parlementaire des députés inculpés, se demande donc le journal. Et la question des réformes, les réformes aussi au cœur de la session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO tenue ce week-end à Lomé. Les éléments de réponse donc dans le journal. L'autre hebdomadaire aussi dans les kiosques, c'est La Voix du Peuple.
La diplomatie togolaise en marche. Que retenir de la mission conduite par le professeur Robert Dossé sur la crise en Guinée-Bissau le 17 et 18 janvier 2018? Élément de réponse à lire dans le journal. Et puis 580 morts sur les routes au Togo en 2017. Et si on pensait au réel problème au lieu de la politique qui retarde le pays, c'est l'interrogation du confrère. Il y a une autre également. Pourquoi ne pas s'atteler aux consultations référendaires et électorales pour éviter d'autres marches de contestation après? L'interrogation à lire dans le journal La Voix du Peuple. Il y a aussi le correcteur. Jusqu'à quand durera la résistance de Faure et de ses obscurs conseillers? Bawara en mission secrète en France auprès de l'Union européenne et dans la diaspora. Voilà, enfin, vous lirez l'article pour une meilleure compréhension du sujet. Et puis un autre article, autisme autour des réformes politiques au Togo, des milliers de femmes en noir dans les rues samedi. Et puis football, transfert prêté au stade gabésien, le joueur attaquant Donou Hubert pourrait faire ses grands débuts en février. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a aussi le journal La Dépêche qui est dans les kiosques ce matin avec l'impasse. Et si le groupe des 14 sacrifiait ses préalables pour sauver le dialogue, s'exclame notre confrère La Dépêche. Et par rapport donc à la crise politique, justement encore, l'ambassadeur des USA préconise une solution paisible. Et puis, affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, les avocats du député Kwacha s'insurgent contre la prophétie du prophète Maranatha Machia. Vous lirez l'article dans le journal. C'est La Dépêche qui est dans les kiosques ce matin. Le rendez-vous d'Abi Alpha, militaire égorgé, incendie des marchés, terrorisme d'État, deux crimes, même méthode opératoire, même énigme, portrait croisé, c'est ce que le confrère nous propose. Et puis on ne combat pas les djihadistes en ronflant. Kouachigan Agba, Alabassa Ouru, Royal Tchadjabo, la diaspora répond aux élucubrations sûrement du ministre Ourokoura Agadazi. Et puis le confrère évoque aussi les manifestations des femmes samedi dernier. Les Togolaises ont confirmé leur rôle de mère et d'épouse. L'article a découvert dans le journal Le Rendez-vous. Et puis il y a aussi Nouvelle Opinion qui évoque donc le dialogue inter-togolais. Les exigences biscornues de l'opposition tardent l'ouverture des discussions. Et puis pour toujours par rapport donc à la crise politique au Togo, le dialogue si proche, si loin. Un autre sujet lié donc à l'inauguration du réseau Wi-Fi Campus, des innovations apportées par le gouvernement dans les deux universités du Togo. Un sujet lié donc à l'éradication de la pauvreté au Togo. Le SMC s'ouvre aux communautés et aux marchés pour l'atteinte des ODD. Les détails sont à découvrir dans le journal Nouvelle Opinion qui est dans les kiosques ce matin. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques et qui sont avec nous en studio. Vous avez le journal le quotidien, Forum de la semaine, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Vox Populi, la voix du peuple. Il y a le bi-hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Le Rendez-vous également. La Dépêche est aussi dans les kiosques. Nouvelle Opinion également. Le bi-hebdomadaire, Le Collecteur. Il y a aussi le journal L'Humanité. Voilà, L'Humanité, j'allais l'oublier, qui est aussi dans les kiosques ce matin, avec l'investiture de George Weah à la tête du Libéria aujourd'hui. Faure Gnassingbé assiste à la cérémonie, annonce notre confrère. Le journal qui parle également de la crise sociopolitique au Togo, les militantes de la coalition soutenues par les hommes dans les rues samedi dernier. Et puis, destruction des œuvres de Paul Haï à l'ancien Goïscore. L'œil de l'art contemporain africain est en train d'être crevé, selon le secrétaire général de Sinato, Kokou Ekwegu. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, il y a aussi un mot sur le football. Vous savez, on jouait le week-end dernier la 13e journée du championnat. Koroki de Chamba prend la tête du classement
note le confrère L'Humanité qui est dans le kiosque ce matin. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Retour en studio avec mes confrères Michel Tadja, le patron du journal Ouara le Vainqueur. Bonjour Michel. Et bonjour à tous nos amis. Merci de nous avoir rejoints Michel. Bonjour Gérard Rouissan. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais qu'on commence par ce bilan macabre que a rendu public le ministère de la Sécurité la semaine dernière, vendredi précisément si vous voulez. C'est par rapport donc aux accidents de circulation. On note un peu plus de 5181 accidents sur nos routes en 2017 et le bilan est toujours macabre, comme à chaque fois, chaque bilan. 580 morts enregistrés, ce qui est encore supérieur légèrement à ce qu'on a vécu en 2016, 2017 et 2016, je veux dire. Est-ce que ce n'est pas un problème finalement, Michel? Mais c'est un grand problème, puisque nous assistons là à des pertes en vies humaines, et ça devient un grand problème. Parce qu'il y a de cela 4 ans, on avait pris, 3-4 ans, le ministère de la Sécurité avait pris un certain nombre de mesures. Bien sûr. Qui, après un an de mise en œuvre, avait permis en tout cas, d'avoir des résultats quand même acceptable, parce que à l'époque il y avait une chute remarquable, oui, dans les chiffres de décès et même des blessés, et donc on avait cru que ces mesures peut-être allaient être renforcées et que c'est sûr que on allait évoluer vers peut-être 0 décès. Alors aujourd'hui, on peut se dire que ça a été que des mesures conjoncturelles. Conjoncturelles, oui. Situation, oui, puisque un an après, nous sommes de ceux-là qui, à l'époque, disaient que mais pourquoi on a baissé la garde alors que le problème est là, le phénomène, le phénomène sévit toujours. Il fallait peut-être maintenir la rigueur qui avait commencé au début, mais on s'est rendu compte que peut-être par rapport à l'insuffisance des effectifs, parce que le coton n'est pas, non seulement il n'est pas régulier, mais il n'est pas aussi rigoureux au fur et à mesure que on avançait. Et donc vous constatez avec moi que au lieu que les chiffres baissent d'une manière drastique, mais il grimpe davantage, ce qui devient inquiétant. Mais moi, je me pose beaucoup de questions. C'est vrai que le gouvernement en fait beaucoup par rapport à la sécurité des citoyens, mais nous aussi, les usagers de la route, nous devons faire extrêmement attention. Parce qu'on a dit dans le rapport que 60% des accidents sont causés par les motos. Les motos, justement. Et c'est pourquoi je ne sais pas si après au même moment qu'on demande les permis de conduire pour les véhicules, mais à un moment donné on doit commencer à être beaucoup plus sérieux par rapport aux conducteurs de moto, parce que vous savez, quelqu'un est à Pepelema ici, un jeune de 18 ans. Un soir, il débarque ici à Lomé pour voir son frère de l'acheter une moto. Et le deuxième jour, on l'achète le moto. Le troisième jour, il est dans la rue pour faire Zemidja. Au mépris des règles élémentaires de code de la route et de circulation. Vous comprenez? Je ne parle pas de Lomé, c'est un peu partout sur tout le territoire. C'est comme ça se passe. Des gens qui n'ont rien, qui n'ont même pas le minimum pour pouvoir se mettre sur un engin à 2 roues, il le fait, et avec les conséquences que nous connaissons. Donc, c'est pourquoi moi j'invite tout simplement, parce que il n'y aura jamais 0 accident pour une année donnée, mais nous souhaitons que l'État fasse un effort pour réduire le nombre des accidents et puis surtout le nombre de morts.
Mais nous aussi, les usagers de la route, nous devons... On a aussi une grande responsabilité. Bien sûr. Gérard Ouessant, quelle est votre analyse par rapport donc, à ce nouveau rapport que vient de publier le ministère de la Sécurité? Le constat, il est alarmant. Ça veut dire également que les mesures prises par l'autorité, en réalité, n'ont été que des mesures conjoncturelles. Le moment d'euphorie est passé, on a baissé un petit peu la garde et nos routes continuent de tuer. Oui, mais d'abord, moi, je suis tenté de vous retourner la question. Quelles ont été les mesures qui ont été prises par le gouvernement? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Ah bon? Non. Moi, on a réussi quand même à inculquer dans la mémoire des citoyens qu'il ne faudra pas rouler sans porter des casques. Vous êtes à bord d'un véhicule, vous mettez les ceintures. Il y a des téléphones également, à ne pas prendre au volant. Et ça, vous savez. Oui, mais c'est des mesures, ça? Moi, je ne pense pas que ce soit des mesures. C'est-à-dire que des mesures sécuritaires sont en fait des mesures coercitives. Bon, prenons l'histoire de casque. Et comment est-ce que vous expliquez que celui qui conduit la moto a l'obligation de porter un casque pendant que pour le passager, c'est facultatif? Vous n'en disconviendrez pas avec moi. À Lomé, c'est comme ça. Partout, oui. Celui qui conduit la moto a le devoir de porter un casque, sinon il est arrêté. Mais le passager, par contre, lui, ce n'est pas une obligation qu'il porte un casque. Et dans 99% des cas, il n'en porte pas. Oui, vous avez raison. Vous pensez que ça, c'est une mesure? Vous avez raison. C'est vrai qu'au début de ces mesures-là, où les policiers, les gendarmes arrêtaient des citoyens, quand on vous voit, vous êtes à bord d'une moto, vous conductez, vous portez le casque, et que votre passager ne porte pas le casque, vous passez. Il n'y a pas de jusqu'à présent, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Donc ça, ce n'est pas des mesures. Je vous donne un second exemple. Prenez votre voiture et traversez la ville, vous n'avez pas de permis, un policier vous arrête. Vous pensez que votre voiture va aller à la fourrière, à moins que vous n'avez pas 2000 francs en poche. Si vous avez la chance d'avoir 2000 francs en poche, vous passez et vous conduisez sans permis. Moi, j'ai eu un accident presque mortel en février. Oui. Celui qui a failli me tuer, il n'avait ni permis, ni visite technique, ni assurance, absolument rien. Et il n'est pas allé en prison. Normalement, quand vous conduisez sans permis, ça veut dire que vous êtes un danger public et c'est pénal. Mais celui-là, il est à la maison. Moi, je m'en suis sorti avec beaucoup de bobos. Bien sûr. Handicapés. Voilà. Donc, quand vous dites qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, moi, je vous dis, j'en doute. Les mesures à Lomé seraient quoi, par exemple? Si, par exemple, on faisait un contrôle systématique des permis. Dès que vous n'avez pas votre permis, votre véhicule est immobilisé. Et on vous interpelle, je dirais que ça, c'est une mesure. Si, par exemple, on procédait à des tests d'alcoométrie. Vous quittez Lomé pour Atapamé, en route, vous voyez la gendarmerie, on vous arrête, monsieur, soufflez dans l'alcoomètre pour voir si vous avez bu de l'alcool. Moi, je dirais que ça, c'est des mesures. Et si, par exemple, il y avait des radars mobiles pour vérifier la vitesse. Parce qu'il y a des gens, quand vous voyez sur la route qui va à Cotonou, route Lomé, oui, vous voyez des gens qui vont à 140 et sur cette route, ce tronçon, il y a beaucoup d'accidents. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un qui va à 140 km à l'heure sur cette route, qui n'est pas une autoroute en fait, il a quand même un minimum de 30% de chance de faire un accident mortel. Mais est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a un contrôle de radar? Parce qu'on ne peut pas mettre des policiers sur toute la voie. Un radar, ça coûte combien? Un radar mobile. Il suffit d'en avoir peut-être 5, 6, 10 au plus au Togo. Et c'est l'insécurité pour tous ceux qui font des bêtises. Parce que vous ne savez jamais là où on a mis le radar. Ce qui fait que vous êtes prudent sur toute la route. Quand ces mesures-là ne sont pas prises, comment est-ce que vous pouvez me dire que on essaie de lutter contre les accidents? Quand on voit sur des routes, vous voyez la route qui passe devant la HAC, c'est pas loin de chez vous. Hein? Bien sûr. Quand au beau milieu de la route, on met des dodanes, sans aucun panneau de signalisation. Ah, ça devient de l'insécurité finalement pour les conducteurs. Bientôt vous serez face à un dodane. Mais c'est normal que 60% des accidents soient causés par les motos. Parce que vous roulez à 50 à l'heure, 60 à l'heure, de sorte que vous montez sur un dodane, parce que vous venez de Baie, vous n'êtes pas d'Agbalepédo. Si vous êtes d'Agbalepédo, vous saurez qu'il y a un dodane là-bas. Mais quelqu'un qui vient d'ailleurs, il saute sur ce dodane-là. Et quand il y a des trous encore sur les routes, un peu partout, quelqu'un qui a moto prend un passager, tombe dans un trou. Mais comment est-ce que vous voulez que... moi, je pense que les accidents mortels sont illogiques, en fait, à Lomé. Et il ne suffit pas de dire qu'on conscientise les usagers de la route pour éviter les accidents. Les accidents, prendre des mesures contre les accidents, c'est des mesures réelles. Et non une séance de conscientisation pour dire... Et ça ne marche pas pour vous
des séances de concertation, de sensibilisation. C'est pas pour moi la preuve sur Non, une population ça marche pas. sur une population d'environ 4 millions, peut-être 3 7 millions, millions. 2 millions d'habitants qui sont usagers de la route. Oui. 580 sont morts. Alors là, c'est plus une question de Gérard. Les preuves sont là. 580 morts en une seule année sur une petite population et qui est usagers de la route de peut-être 2 millions. Mais ça fait beaucoup. D'accord. Calculé en pourcentage, vous verrez. C'est énorme. Bonjour, sans compter Jacques les Dacoussi. blessés qui sont invalidés, qui restent à la maison. Il n'est pas mort, mais vous le voyez, il ne peut plus se déplacer. Il est en fauteuil roulant. C'est quelqu'un qui crie sur les 365 jours. Au moins 300 jours, il dit parce qu'il est souffrant. Il est handicapé à vie. Ça, là, c'est pas compté. Oui. Voyez, Bonjour, Jacques. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoints. Un plaisir. Bonjour, Elo Matisogbe. Bonjour, Eric, et bonjour, Taxi FM. Jacques, quelle est votre analyse sur ce résultat, enfin, macabre, on va dire, hein. N'oubliez pas le ministère de la Sécurité. Vous avez écouté le raisonnement de Gérard? Oui, bon, j'ai écouté le raisonnement de Gérard, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui. Il est toujours atypique, n'est-ce pas? Bon, Gérard est égal à lui-même, je crois qu'il faut l'accepter ainsi. Mais je crois que ce qu'il il a dit quelque part, il y a une part de vérité, mais je crois que quand il dit que le gouvernement n'a pas pris de mesures par rapport à la sécurité, je crois que le gouvernement en a pris. Parce qu'il faut reconnaître que la plupart de nos concitoyens et concitoyennes, quand elles sortaient de leur domicile avec leur véhicule, n'attachaient pas les ceintures. Aujourd'hui, il y a quand même cette notion que ce réflexe, dès que tu veux sortir avec ta voiture, le premier réflexe, c'est de mettre d'abord ta ceinture de sécurité. Et l'autre aspect, vous allez voir également... Oui, mais mettre la ceinture de sécurité quand vous êtes à bord d'un véhicule ne vous évite pas les accidents en circulation. L'accident peut arriver, mais D'accord. quand même ça peut amortir le choc. Voilà. Je crois que si les décès qu'on avait eu, plus de 500, je crois que si c'était un peu... Le choc était un peu amorti, je ne pense pas que les gens allaient mourir. L'autre aspect également, je crois que la première sécurité doit 60% dépendre... c'est les motos, hein, pas de ceinture. Oui, je dis la première sécurité doit dépendre d'abord de nous les hommes. Parce que je ne peux pas imaginer, on ne peut pas mettre un gendarme sur chaque concitoyen pour dire que le gendarme va assurer la sécurité de quelqu'un. Donc la première sécurité d'abord c'est nous. Je ne peux pas imaginer que quand on parle des casques par exemple, les gens sortent avec les casques, vous allez voir, ils mettent les casques là sur leur guidon. Oui. Il faut attendre à percevoir peut-être un policier devant et vous allez voir et mettre le casque. Dès qu'on dépasse le policier, on enlève encore le casque et on met encore sur le guidon. Et vous allez voir d'autres femmes se disent non, qu'elles se sont tressées, elles sont allées tout de suite chez la coiffeuse, donc elles ne peuvent pas mettre le casque. Ouais, donc je crois que qu'est-ce que le policier, qu'est-ce que le gendarme peut faire dans ce sens? Je crois qu'il est important, la première sécurité d'abord c'est nous. Si nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire et que le gendarme lui est là seulement pour nous rappeler, je crois que cela peut nous sauver. Je ne peux pas imaginer quand un feu rouge par exemple est allumé. Tous on connaît un peu la prévention routière. Bien sûr. On sait que dès que le feu rouge s'allume, on s'arrête. Mais vous allez voir des gens, c'est en ce moment que les gens traversent la voie et vous allez entendre un véhicule qui sort de l'autre côté et vient ramasser la personne. Je crois que tout ça là, c'est des aspects quand même qu'il faut reconnaître que d'abord nous, les hommes, nous sommes pour quelque chose. On ne peut pas dire ici que l'État peut venir réglementer quelque chose. Il a parlé tout à l'heure de la boisson. Il a oublié également l'histoire de tramadol que les gens prennent pour pouvoir effectivement conduire les motos et pouvoir faire une rentabilité. Ça, c'est les taxi-moto. Taxi-moto. Si aujourd'hui on dit qu'il y a plus d'accidents au niveau des motos, au fait c'est ça. Vous allez voir quelqu'un, il est là, il travaille de 18h à 23h sans se fatiguer et sans lui dire rien. Et il est là. Il n'a pas sommeil. Il n'a pas sommeil. Mais quelqu'un comme ça, si par exemple le sommeil le prend pour une seconde, il risque de faire un accident. Donc je crois qu'il est important que les gens soient conscients de ce qu'ils sont en train de prendre comme tramadol. Et quand on parle de ça, bon, les gens accusent que non, qu'on les insulte, on fait. Mais alors que c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, si vous sortez par exemple à 6h du matin, on sait qu'à midi, il faut se reposer. Et peut-être à 14h reprendre. Mais si vous sortez de la maison à 6h, parce que vous voulez faire une rentabilité, vous restez jusqu'à 23h de la nuit, vous allez faire des accidents. Ça, il faut le reconnaître. Je crois que la meilleure sécurité d'abord, c'est nous, en tant que concitoyens d'abord, avant que l'État nous vienne en appui pour pouvoir nous rappeler. Et l'autre aspect également qu'il faut retenir, quand vous prenez par exemple la plupart de ceux qui conduisent aujourd'hui les motos à Lomé, Michel a dit quelque chose, les gens quittent quelque part, ils viennent chez leurs frères, bon, ils se disent bon, il n'y a pas de boulot, le seul boulot que j'ai pour toi c'est de pouvoir t'acheter une moto. Oui. Ouais, la personne peut-être, excusez-moi, elle n'a jamais vu un feu rouge dans son village.
La personne débarque ici à Lomé, c'est peut-être sa première fois de voir un feu rouge. Peut-être pour lui, quand le rouge s'allume, lui s'en va, parce qu'il n'a jamais vu. Donc ça aussi, ça crée des problèmes. Et les gens ne maîtrisent pas les routes. Les gens ne maîtrisent pas le code. Donc, ça veut dire que la police doit redoubler d'efforts ou de vigilance en contrôlant aussi les usagers de motos, s'ils ont des permis de conduire. La police peut. Et Gérard disait quelque chose tout à l'heure. Vous savez, une fois, moi, j'ai assisté à une scène où le policier a arrêté une dame. La dame n'avait pas de permis. Oui. Et le policier a voulu verbaliser la dame. La dame a pris le téléphone. Entre-temps, j'ai vu le policier là serrer ses fesses. Ah bon? Il a dit à la dame de repartir. Non, c'est pour que le policier a reçu les instructions quelque part. Donc, je crois que tout ça là, si on veut que les policiers, les gendarmes puissent travailler, il faut qu'on les laisse les mains libres de le faire. Mais s'il y a une contravention que les policiers veulent faire, et quelque part, il y a quelqu'un là pour appeler, et après on libère cette personne, mais qu'est-ce que vous voulez que les policiers fassent? Est-ce que le policier l'avait fait une contravention, bien de prendre 2000? Non, pas 2000, il y en a qui travaillent avec bonne foi. Et vous prenez par exemple les véhicules de sable. La plupart de ces véhicules n'ont pas de frein. Vous voyez, les véhicules n'ont pas de phare. Pas de visite technique. Rien du tout. Et ces véhicules également circulent et on ne dit rien. Dès que le policier interpelle, c'est quelqu'un encore qui appelle, on dit non, libérez les camions. Donc il est important que la conscience... À qui appartiennent finalement ces camions? C'est ça aussi, il faut voir. Oui, c'est un vrai problème. Moi, je crois que Jacques, il m'a rejoint totalement parce que, il vient de citer tout un lot de devoirs de l'État. La sécurité n'a jamais été l'apanage de l'individu. C'est-à-dire que nous payons pour la sécurité. Il y a le ministère de la Sécurité. Nous payons pour ça et le ministère a le devoir d'extirper les fous de la société. C'est comme ça. La sécurité n'a jamais été le devoir des individus. Parce que quand vous prenez on dit la peur du gendarme est le début de toute sagesse. Mais quand le gendarme lui-même, il ne nous fait plus peur. Il prend 2000, il ne fait rien. Il prend son téléphone, il appelle le policier pour dire mais laissez la dame là partir. Ça veut dire que nous, on ne sera jamais sage. Mais attendre que les citoyens deviennent sages un jour, tout le monde, et puis le monde fonctionne. Ça, ce serait un monde idéaliste qui n'existe jamais. Merci. Ça n'a jamais existé. J'ai rajouté, donné aussi la parole à Elom par rapport à cette situation. Parce qu'il y a aussi ce qu'on observe. On poste des policiers et gendarmes au niveau des feux tricolores habituellement. C'est quand vous brûlez les feux tricolores, quand vous arrête. C'est là-bas qu'on procède au contrôle de routine à peu près. En dehors des policiers qui contrôlent la validité de vos permis de conduire et si votre visite technique est en règle, si vous avez un permis aussi à jour. Mais écoutez, les accidents de circulation, c'est pas au fait tricolore, c'est sur les tronçons. Oui, je pense qu'il y a une division au niveau, une division de la sécurité routière au niveau de la direction des transports routiers qui fait son travail. Je pense qu'au niveau du ministère de la Sécurité également, il y a des services techniques spécialisés en contrôle routier, etc. Mais on constate beaucoup plus, par exemple, sur des axes comme Lomé-Palimé, il nous arrive de temps en temps de rencontrer des policiers qui font des contrôles de routine. Mais moi, je pense que fondamentalement, comme l'ont dit Jacques et Gérard tout à l'heure, il y a 4 choses. Première chose, les panneaux de signalisation. Ça a l'air de rien, mais c'est sérieux. Quand vous prenez le code de la route, on vous dit, à un passage à niveau, il y a un panneau qui vous signale que, attention, vous êtes à 100 mètres de passage à niveau. Oui, bien sûr. Il y a un trait rouge qui vous signale que vous êtes à 100 mètres. Mais au Togo, on constate, vous prenez seulement la route pavée qui va vers GTA. Oui. Vous constatez que avant d'arriver au niveau du passage à niveau qui est là-bas, vous avez 2 traits rouges, ça veut dire 200 mètres, alors que vous avez les rails à 50 mètres. Il y a un problème, c'est de l'escroquerie presque. Ça, c'est un exemple, par rapport aux panneaux de signalisation. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les citoyens ne font plus attention aux panneaux de signalisation. Les gens circulent juste pour circuler. Les gens ne voient plus la limitation de vitesse, etc. Il va falloir qu'on puisse également contrôler. Deuxième chose, c'est la fracture civique. On constate aujourd'hui au niveau du pays en général que les gens, parce qu'il n'y a pas de contrôle, les gens sont là et les gens ne portent pas de casque. Comme l'a dit Jacques tout à l'heure, on voit le policier de l'on met le casque sur la tête, on l'enfile, on le dépasse, on redépose le casque sur la moto, on continue. Il y a une fracture civique. À quoi cela est dû? Je pense qu'au niveau du ministère de la formation civique, il va falloir qu'on puisse accélérer et la pédagogie, la prévention routière. Parce qu'on ne peut pas comprendre cela, que dans un pays normal, des gens circulent sans casque, des gens ne mettent pas la ceinture, les gens continuent d'utiliser le téléphone au volant, et puis personne ne dit rien.
Et ça aussi, c'est parce que, et là j'en viens à la troisième chose, c'est qu'il y a un laxisme du côté des forces de sécurité. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre. Il y a une boîte de nuit au niveau d'Avedi là-bas. Oui. Au rond-point presque. Au rond-point. Où des gens occupent la voie. La voie, et déjà à 5 h du matin, vous avez des gens qui partent. Et vous avez des gens qui sont en état d'ébriété. Et c'est des policiers qui ouvrent des portières à ces gens qui s'asseyent au volant. Je trouve ça, c'est pas normal. Je dis, ça se passe à Avedi là-bas. À 5 h du matin, les gens sortent d'une boîte de nuit et pour ouvrir, parce que le policier veut 500 000 francs un lundi matin ou un dimanche matin, c'est lui qui ouvre la portière au gars qui est en état d'ébriété et qui s'asseye au volant. Mais c'est assistant à personne en danger. Oui, mais c'est dit, vous trouvez ça normal? Non, mais écoutez, vous trouvez ça normal? Qu'un policier ouvre une portière à quelqu'un qui est en état d'ébriété pour qu'il prenne son volant? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, quand vous prenez par exemple la route de Casablanca, où vous avez des panneaux, enfin des radars pédagogiques sur la voie. Vous avez au moins 2 radars pédagogiques. Ces radars, finalement, on se demande à quoi ça sert réellement. Et puis ça, c'est implanté par une association. C'est une association, Espace d'idées d'action pour le Togo. Vous avez 2 radars pédagogiques sur la voie de Casablanca. Oui. Et vous avez... En aller comme retour. En aller comme retour. Alors, il y a un panneau de signalisation qui vous dit qu'ici, la vitesse maximale, c'est de 40 km à l'heure. Mais vous voyez, quand vous circulez sur la route et que vous dépassez les 40 km à l'heure, le radar clignote rouge. Ça veut dire que vous êtes en train de dépasser. Vous avez 43, 45 déjà, le tour commence à clignoter rouge. Quand vous êtes en dessous, c'est le vert. C'est-à-dire vous êtes en état normal. Mais vous voyez des gens qui circulent, qui ne savent même pas ce que ça signifie, ça. Ce qui clignote là-bas, là, qui ne savent pas ce que ça signifie, 1. Et de 2, l'État n'a pas mis au moins ne serait-ce qu'une caméra pour verbaliser les gens. Vous pensez que sur ce axe, par exemple, il y a une caméra que l'État implante parce que ça relève de la sécurité d'État pour verbaliser, juste pour voir ceux qui dépassent la vitesse exigée, ceux qui vont à 50 km/h par exemple, et qu'on verbalise et que la caméra flash les gens, flash les plaques d'immatriculation, que vous êtes chez vous et on vous envoie une note, on vous verbalise ou on vous dépose une convocation, vous venez payer 5 000. Dans la semaine, vous payez au moins 15 000 francs. La prochaine fois, vous allez pouvoir violer ou bien vous allez pouvoir aller au-delà de cette vitesse. Non. Donc, aujourd'hui, il faut que l'État aussi mette en place tout un système, tout un schéma. On ne va pas faire le bilan chaque année. Les mesures ne sont pas coercitives. Les gens n'ont pas de boîte postale. Les gens n'ont pas de boîte postale. Non, on peut les repérer. On peut les repérer. Non, mais quand vous déclarez, quand vous allez à la direction des transports routiers, vous faites votre plaque, vous mettez votre adresse. Oui, bien sûr. Oui, mais vous mettez votre adresse. Vous savez ce que moi j'ai mis? À côté du collège Blaise Pascal. Il va qu'à me chercher, me trouver. Mais j'ai pas de boîte postale. Il n'y a pas de boîte postale. Il y a votre numéro de téléphone. Oui, et alors? Oui, mais on peut comment ils vont m'envoyer un courrier? Non, mais on peut vous appeler, monsieur, vous avez un courrier à récupérer à tel service, vous venez, et puis on vous prend, on vous dit, on vous verbalise. On vous dit, vous avez violé le feu rouge, vous avez essayé de dépasser la vitesse maximale prescrite sur cet axe-là, vous payez 5 000. Moi, je leur propose plutôt de nous attendre le jour de la visite technique. Vous allez faire votre visite technique, on fout dans l'ordinateur, on dit, ah monsieur, il y a beaucoup qui ne viennent pas à la visite technique. Hein. Oui, mais il y a aussi ce problème. Mais là, qui n'ont jamais rendu visite à ceux qui sont là. Les véhicules qui roulent là et qui sont inclinés sur un plan, les camions que vous voyez en circulation, qui sont inclinés sur un plan, mais qui sont en circulation, mais on ne sait pas comment. Ça là aussi, ça a des visites techniques, les camions là. Non, c'est pas évident. Non, mais ça n'a pas de sens. Alors, Michel, est-ce que c'est pas facile quand même d'accuser l'État tout le temps par rapport à cette situation? Parce que nous, les citoyens, nous, les usagers de la route, nous en sommes grandement responsables. Non, on va accuser l'État. Ah bon? Oui. Quoi qu'il fasse, c'est à lui de trouver, de prendre des dispositions. Vous savez, quelqu'un parlait ici des véhicules de sable qui la plupart n'ont même pas de visite technique, de freins, tout ça. C'est des véhicules, quand vous les voyez, il vaut mieux vous sauver en courant, en dégageant. Sinon, bon, le problème va être réglé. Parce qu'il y a une situation dans notre société. Tant que cette situation n'est pas réglée, ces problèmes-là ne pourront pas être réglés. Parce que nous vivons dans une société où certains pensent que, bon, c'est eux, ils sont les plus puissants, c'est eux qui peuvent... bon, ils sont irréprochables. Personne ne peut les toucher. Ces véhicules de sable, c'est pour des gens. Oui. Les titans, les 12 tonnes, tout cela, c'est pour des gens. C'est pas pour toi, Eric. Non. Je ne sais pas si en temps tu as un... Sinon,
Vous devez le savoir. On sait, ces véhicules-là, la plupart, c'est à qui appartiennent ces véhicules. On sait. Donc, si on veut frapper, si le policier, le pauvre policier, ce qui est au bord de la route, s'il veut être un peu, s'il veut mettre en application ce qu'on lui a dit, avant qu'on le mette là-bas, mais il va avoir des problèmes après. Peut-être il est là-bas et c'est son chef qui lui a donné les conseils, qui va encore le rappeler et dire laissez le véhicule à passer. Oui, quand une société fonctionne comme ça, ça ne peut pas aller. On a dit de ne pas téléphoner au volant ou sur... Je vois des gens sur des motos, sur des vélos même. Mais vous attrapez une demoiselle qui est en train de téléphoner allègrement, vous êtes policier, vous l'interpellez, peut-être c'est un colonel qui vous appelle. Mais qu'est-ce que tu fous avec la demande? Il faut la libérer, il faut la laisser. Bon. C'est compliqué. C'est compliqué dans une société comme ça où bon, chacun a un protégé. C'est compliqué. Si tout le monde, on prend les gens, c'est-à-dire la règle, la loi doit être la même pour tout le monde. C'est dans des sociétés comme ça que de telles mesures peuvent marcher, en tout cas à 90%. Mais sinon, chez nous, bon, les gens n'ont même pas conscience. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un va prendre une calebasse, il va la peindre en noir et mettre sur sa tête et prendre sa moto? Ah bon? Oui. Mais les casques de chantier, les casques de chantier aussi. Ouais, les casques de chantier, c'est un mètre. Tu casses, tu fais un accident, tu meurs, la vie continue. Mais tu mets la calebasse, c'est pour le policier ou bien pour qui? Non, le policier, lui, il est là, tu vas mourir. Lui, il continue. Donc, nous-mêmes, là, tant que nous ne prenons pas conscience, il revient à l'État de prendre des mesures coercitives. Alors si ça doit se faire ainsi, c'est que, quel que soit l'individu, la personne, il faut que les mesures coercitives soient appliquées sans... C'est-à-dire qu'on mettra par exemple une patrouille sur des voies, et ces patrouilles circulent, on voit ceux qui sont en excès de vitesse, on les rappelle à l'ordre. Ah oui. Ceux qui n'ont pas de casse, on observe que les gens qui téléphonent au volant, on les rappelle à l'ordre. Tu sais, sur les voies. Souvent nous sommes sur la rue. On verbalise les gens. Les rappels à l'ordre nous sommes sur la voie de temps en temps. Bon, dans un mois, c'est rare, c'est difficile qu'un policier m'arrête pour me demander mon permis, même si je n'ai aucun problème. Normalement, ça, il doit, de temps en temps, on doit... Ça dit que tu peux sortir comme ça, rouler toute une journée, rentrer sans qu'on te demande ton permis. Non. Non, il faut vérifier cela. Et donc, c'est d'une manière périodique, tu les vois. Et bon, si peut-être vous êtes en infraction, peut-être vous allez négocier. Et vous savez comment les négociations se font. Et bon, ça s'arrête là-bas. Un petit 2000 francs. Voilà. Bon. Mais il y en a qui sont rigoureux. Il faut. L'amende, c'est l'amende. Il n'y a pas. Mais dans tous les cas, tout revient à nous. C'est vrai, nous accusons l'État, mais notre vie là, nous devons penser à nous-mêmes d'abord avant de voir l'État. Donc la conscience, on doit prendre conscience nous-mêmes, les usagers de la route, que notre vie vraiment vaut beaucoup. Et peut-être à l'État, avec son devoir égalien, de venir en appui pour vraiment... parce que Gérard a dit quelque chose que je ne suis pas d'accord avec lui sur toute la ligne, mais il a dit quelque chose qui a retenu mon attention quand il disait que nous participons à la sécurité. Parce que lorsque tu achètes un litre d'essence, tu contribues à la sécurité. Il y a un taux, il y a une ligne qui est affectée à ça. Donc l'État, en retour, a le devoir de nous protéger. Voilà. Donc nous devons à tout moment nous rabattre du côté de l'État, mais nous-mêmes nous devons prendre conscience. Alors si on estime aujourd'hui que les motos participent à plus de 60% à ce genre d'accident, en tout cas pour 2017, est-ce qu'il ne faudra pas veiller à ce que ceux qui vont acheter des motos soient des gens qui sont détenteurs de permis de conduire, par exemple, avant de leur vendre la moto? Ou c'est compliqué? Gérard. Eric, moi je vais vous dire une chose. Si les lois sont là et sont fonctionnelles, les gens deviennent sages. Je l'ai dit, la peur du gendarme est le début de toute sagesse. Vous croyez qu'en Europe, on vérifie tout le temps le permis de conduire? Moi, je reviens d'un voyage, j'ai tout le temps conduit. Je n'ai pas été vérifié une seule fois. Je ne me rappelle même pas qu'on a vérifié mon permis une seule fois depuis des années. Et vous ne voyez pas des policiers vérifier les permis des gens tout le temps.
Mais les gens eux-mêmes savent qu'ils ne doivent pas conduire sans permis. Quand vous conduisez sans permis, vous êtes un danger ambulant, un danger public, et vous allez en prison. Vous connaissez la peine et vous savez que c'est sans concession. Quand vous savez que vous irez en prison, quand vous n'avez pas de permis, vous prenez le volant. Mais vous croyez que vous allez le faire? Vous pensez que les petits blancs, s'il n'y avait pas des policiers pour les arrêter et les verbaliser, ils mettraient automatiquement les casques parce qu'ils aiment la vie? Non, ils sont plus fous que nous. Ils sont encore plus fous que nous. C'est la peur de la répression qui fait que les gens se sont assagis. Mais ici, il n'y a pas la répression. Quand on vous prend, vous donnez 2000, on vous laisse passer. L'État même a démissionné. Il y a l'homme qui parlait tout de suite des panneaux de signalisation. Oui. Prenez la voie du petit contournement. Du port jusqu'à Agoué. Mais vous ne trouvez pas que c'est bizarre que c'est une route qui n'a même pas un seul panneau de signalisation? Vous prenez cette route, vous pouvez aller à 200 km à l'heure, si vous le voulez. Aussi. Il n'y a pas de limitation de vitesse. Moi, je peux aimer ma vie. Je roule à 150 à l'heure. Le petit garçon de 10 ans, 15 ans qui va traverser la route, tant pis pour lui. Je n'aime pas sa vie. C'est comme ça. Les gens aiment peut-être leur vie, mais la vie des autres, ils peuvent s'en ficher totalement. Donc, si nous essayons de dédouaner l'État et de dire que la sécurité dépend d'abord de nous-mêmes, moi je ne pense pas du tout. On dédouane l'État, mais on dit que nous aussi, nous avons une responsabilité. L'État est là, mais on a une responsabilité. Pour nous, c'est tellement subsidiaire, c'est tellement secondaire que ça ne vaut même pas la peine d'être mentionné. La santé publique, par exemple, c'est vrai que nous, les individus, nous avons une part de responsabilité. Mais la santé publique est d'abord le travail de l'État, exactement comme la sécurité. Quand on nous dit qu'il faut protéger, par exemple, le Togo contre le djihadisme, le terrorisme et tout ça là, c'est vrai que moi, au Gérard aussi, je peux signaler à la police, ah tiens, j'ai vu un tel individu, bon, c'est un peu suspect. Voilà, mais les renseignements et la sécurité, d'abord, c'est le devoir régalien de l'État. Mais aller s'appesantir sur le rôle de l'individu sur ça, moi je crois que c'est une perte de temps. Quand quelqu'un se comporte mal dans la circulation, ben on le prend, on le verbalise, on l'envoie en prison. Il a la peine qu'il faut et vous verrez, ben il y aura beaucoup moins d'accidents. Moi je trouve que sur une petite population togolaise comme ça, qui est 500 morts, sans compter les blessés, et plus de 5000 accidents en 12 mois, c'est quand même ahurissant. C'est quand même bizarre. Il y a combien de véhicules ici? Dans d'autres pays, regardez les milliers, des millions de voitures qui sont là. Et pourtant, ils n'atteignent pas ces records-là. Nous pataugeons dans l'imbécilité carrément. D'accord. Et ça, on appelle finalement la responsabilité de tout le monde. Hein. Justement, je crois qu'il est important de régler également deux facteurs. Le premier facteur, c'est de voir le transport urbain interurbain. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui que les motos ont causé plus d'accidents, c'est parce que quand vous prenez par exemple Lomé, vous voyez d'abord le nombre de véhicules que nous avons et le nombre de motos également que nous avons à Lomé, mais les accidents... Il ne peut qu'avoir d'accidents. Il faut qu'avoir d'accidents. Donc ce qu'il faut faire, peut-être qu'il faut penser à ce que le Nigeria et le Rwanda, les deux pays ont fait. C'est-à-dire, cantonner peut-être les motos à partir de Zanguera. Même au Cameroun aussi. Oui, que les motos ne viennent pas à Lomé. Et essayer de développer pas de motos dans les grandes villes. Pas du tout. On les ramène en périphérie. Et je crois que ça va régler un peu, ça va régler les accidents. Si aujourd'hui on n'arrive pas à régler... Ça va être compliqué. Hein. Mais, non, en l'état actuel des choses. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui sera compliqué? Mais vous avez tous les citadins ont des motos. Oui, mais il faut voir ceux qui font le transport. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que quelqu'un a sa moto qui va au boulot avec, il faut les identifier. Ce n'est pas pour rien que quand vous prenez par exemple le Bénin, quand vous n'avez pas votre blouse jaune ou bleue ou vert, vous ne conduisez pas une moto. Donc, il faut les identifier. Il faut qu'ils soient identifiés, qu'ils sont émigrants, et on sait que c'est ce qu'ils font. On pourra les cantonner, on n'aura pas de problème. Mais si on ne veut pas régler ce problème de transport et de deux, l'autre aspect du chômage, mais il faut s'attendre à ces choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à compenser un peu le chômage, là, c'est les taxis-motos. Donc je crois qu'il y a un aspect également qu'il faut voir, comment faire pour que ces jeunes-là puissent trouver de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez presque toutes les préfectures, chaque préfecture a quand même quelque chose de commun ou bien de bien que les gens peuvent exploiter. Comment développer cela dans ces préfectures pour que ces jeunes-là qui quittent les villes-là pour venir à Lomé, pour chercher du boulot, et finalement ce boulot se cantonne seulement qu'en Zémidjan,
Je crois qu'il faut également développer ça. Oui, c'est une question aussi par rapport donc à la pauvreté qui sévit presque dans bien tout sûr, le pays. je crois On va en parler tout à l'heure. Il faut régler également cet aspect, parce que si on dit que les motos ont causé beaucoup d'accidents, au fait c'est ça. Les gens, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui quitte un coin A pour venir à Lomé, pour chercher du boulot. S'il ne trouve pas le boulot, le seul seulement ce qu'on peut lui donner, c'est d'essayer de faire camper. C'est-à-dire qu'on lui achète une moto, il travaille, après il paye. Et donc, vous voyez, je crois qu'il est important. Alors, je pense qu'il y a un constat que l'autorité fait aujourd'hui. 60% de motos sont à l'origine d'accidents de circulation. Autant interdire la vente finalement de motos ici chez nous. Ailleurs, on a limité la vente des motos. Au Ghana, au Sénégal, il y a motos en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire également. Mais il faut voir le coût de vie au fait de ces pays que vous citez. Oui, vous parlez de transport urbain. Non, le coût de vie quand même est élevé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, par rapport au Togo. Donc, mais je crois que quand même. Hein. Oui, mais je crois qu'il est important, comme je le disais tout à l'heure, si on arrive à identifier dans les préfectures ce qui peut marcher et qu'on puisse prendre chaque jeune, on peut les cantonner. Et cela ne crée pas trop d'embouteillages aujourd'hui à Lomé. Il y a l'autre aspect qu'on n'évoque pas souvent, c'est le problème de loyer. Aujourd'hui, si vous cherchez une pièce à Lomé, vous ne trouvez pas. Parce que Lomé est saturé, il n'y a plus de place. La plupart quand ils viennent, ils cherchent une pièce et leur moto, ils vivent dans la chambre et avec la moto et tout dans une pièce. Donc, si bien qu'aujourd'hui, quand vous cherchez une pièce à Lomé pour louer, c'est des problèmes. Oui, donc je crois qu'il y a des aspects qu'il faut régler. C'est vrai que ces motos créent des accidents, mais en amont, il faut voir qu'est-ce qui cause ces accidents. Pourquoi les jeunes viennent tellement à Lomé et pourquoi tout est saturé au niveau de Lomé. Donc si on arrive à faire ce diagnostic, on peut poser le problème et trouver une solution. Bien sûr. Alors, on parle des accidents également. Il y a l'autre problème qui est lié aux accidents. C'est, comment on dit ça, nos amis de l'assurance. Il semble que c'est un vrai problème aussi. Quand vous allez acheter votre moto, quand vous allez faire l'assurance, on ne vous demande pas si vous êtes détenteur d'un permis de conduire, par exemple. Mais quand il y a accident, surtout pour nos amis qui ont une moto, quand vous retournez pour régler le problème, on demande d'abord votre permis de conduire. Et si vous n'en avez pas, vous n'avez rien. Est-ce que ça ne ressemble pas à peu près à une forme d'escroquerie finalement? Ça, c'est un vrai problème. Je pense que au niveau des compagnies d'assurance, il va falloir faire preuve de pédagogie. En ce qui concerne le recouvrement, en ce qui concerne l'assurance des motos et des voitures, etc. Aujourd'hui, sur le marché, on constate que le métier de l'assureur et l'assurance en général frise escroquerie. Vous avez par exemple, vous déclarez, vous sortez une voiture, vous allez à la douane, on vous dit de payer l'assurance, mais tout le monde se bouscule derrière vous. Vous avez toutes les compagnies qui se bousculent derrière vous. Il y a X qui dit non, venez ici, c'est moins cher et tout ça. En cas de sinistre, mais c'est vous qui courez derrière c'est vous qui courez derrière les assureurs. Les gens ont leur dossier depuis 2 ans, 3 ans dans des compagnies d'assurance parce qu'ils ont déclaré un sinistre, leur voiture a un petit souci, ou bien ils ont cogné quelqu'un, ou bien ceci, mais l'assurance prend le temps. C'est-à-dire, on vous demande des pièces pas possibles. Et vous avez le permis, vous avez ceci. À la limite, vous confiez le dossier à un avocat. Parce que vous n'avez pas le temps de faire ça tous les jours. Vous avez votre boulot, vous avez des choses. Et puis, vous courez derrière l'assurance tout le temps. Vous avez fait 2, 3, 4 ans. Des gens même ont fait 5 ans avant de pouvoir rentrer dans leur fonds. Mais d'autres, carrément, n'ont pas pu. Parce qu'on leur a demandé des pièces et puis des documents exceptionnels. Alors que le jour de la déclaration à l'assureur, on ne vous demande pas tout ça, on vous dit juste fournissez juste les pièces du véhicule, etc. Et puis vous avez l'assurance. On vous met ça tout de suite. Si vous voulez même une assurance, on vous met ça tout de suite. Mais le jour où vous avez un petit bobo, mais bonjour les dégâts. On vous demande même le jour où vous allez pour payer là, si vous êtes torse nu, même on prend l'argent. Mais le jour où vous voulez maintenant prendre l'argent chez eux, mais si tu n'es pas habillé, on ne te donne pas. Voilà. Donc c'est pour dire que les conditions vraiment, lorsque vous voulez rentrer dans votre droit, est-ce que ça ne pose pas problème? Non, mais ça pose problème. Ça pose problème parce que au niveau de cette compagnie d'assurance, heureusement qu'ils ont une association, la PAC Togo, je crois, présidée par M. Simenou maintenant. Mais il va falloir aujourd'hui, et puis il a relevé dans une interview, que le marché est envahi par n'importe qui, n'importe quoi. Au niveau de l'assurance, je pense que le président même l'a reconnu, qu'il va falloir faire preuve aussi, il faut assainir la corporation à leur niveau. Parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui sont là, des gens disent qu'ils font du courtage, alors qu'ils ne le font pas. Les gens disent qu'ils font de l'assurance risque, ils ne le font pas. Les gens disent qu'ils font de l'assurance vie, ils ne le font pas. Et puis, ces gens, les Togolais qui vont vers des compagnies d'assurance,
ils ne prennent pas conseil. C'est-à-dire, combien de Togolais vont, par exemple, déclarer leur voiture à l'assurance et disent, bon, ils demandent à des gens, bon, de toutes les compagnies d'assurance là, quelle est la compagnie à qui je peux faire confiance? Non, les gens voient seulement le prix. Oui. Voilà, c'est moins cher. Si c'est moins cher, on souscrit. Mais alors que quand vous déclarez un sinistre, par exemple, moi je ne vais pas faire la publicité à n'importe quelle compagnie ici, mais je sais que sur le marché aujourd'hui, si on dit assurance automobile, il y a un leader. Si on dit assurance vie, il y a un leader. Il suffit juste de voir dans la sous-région, de consulter certains sites de l'UEMOA, vous constatez des assurances, enfin des compagnies d'assurance qui ont une dimension internationale en Afrique de l'Ouest. Bon, à part ça, par exemple, les compagnies d'assurance, il y a Gérard qui a soulevé un point important dont j'ai parlé aussi, c'est les panneaux de signalisation. Vous circulez à Lomé, vous allez juste dans la ville de Kara, en plein Evala, vous avez combien de panneaux de signalisation à Kara? Prenez les axes. Vous n'en avez presque pas. Vous voyez juste des panneaux où on dit école, attention école, des gens vont traverser, etc. Mais les axes qui vont à pied, etc. Vous avez combien de panneaux de signalisation à Kara? Il n'y en a pas. Mais c'est incroyable. Vous prenez la ville de Lomé, la route du grand contournement là, il n'y a aucun panneau de signalisation. Oui, on ne sait pas à quelle vitesse on roule. Il n'y a pas de panneau où on dit attention école, on sait que les enfants ont passé. Il n'y a rien, il n'y a pas de panneau stop, il n'y a rien. Mais par exemple, il n'y a presque pas de panneau. Mais comment on peut comprendre ça? Et puis, il va falloir que nous-mêmes on puisse prendre conscience du fait que, parce que les gens aussi ne respectent pas les panneaux de signalisation. Hein. Oui, les gens voient juste pour le décor. Ils voient juste le panneau et disent, bon, donc ça, bon, on continue de rouler. Combien de personnes font attention au panneau? Eric, il y a un aspect, c'est vrai qu'on l'a effleuré dans nos propos, mais il faut qu'on insiste là-dessus. Les dodanes, mais il y a une direction pour ça. C'est-à-dire, lorsqu'on pose des dodanes, il faut quand même qu'on mette des signes sur ces dodanes-là pour que la nuit, parce qu'il y a des dodanes, même si vous n'avez pas l'habitude d'emprunter la voie, quand vous projetez la nuit, au moins les phares, vous allez vous rendre compte que... Et vous allez on voit ça sur le chemin d'Accra, hein. Souvent quand vous allez à mais Accra la nous, nuit, ici, vous projetez le phare et puis vous voyez tout de suite. Voilà. Ici, il y a des dodanes, c'est le noir total. Donc vous allez buter carrément contre le dodane. Je ne sais pas ceux qui sont chargés de ça. Il y a une direction qui fait... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont derrière la tête. Pourquoi ils ne prennent pas des dispositions comme ça? Et puis, c'est devant le domicile de qui il faut mettre le dodane. Puisque vous circulez, il y a certains domiciles devant... Les domiciles de certains, il y a des dodanes. Quand vous voyez un dodane, il faut savoir... Ils prennent les permis où? Comment? Ils prennent les permis d'installation des dodanes là où? Si tout le monde... Moi, si je mets dodane devant mon domicile. Mais je ne sais pas. Il y a une anarchie où certains... Bon, quelqu'un se lève un matin et dit, bon, moi, compte tenu de ma position sociale... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous roulez... Ça là, il faut réglementer. Oui, quand vous roulez, que vous rencontrez dodane, il faut savoir que dans le coin, il y a une autorité. Non, l'autorité n'a pas ce droit-là. Sinon, mais ça veut dire que tout Lomé là, ce sera des dodanes seulement. On ne peut pas permettre comme ça que devant les domiciles de toute autorité, qu'on va mettre dodanes. Non, c'est inadmissible. Je pense que c'est un abus. Il faut que le ministère de la Sécurité revoie cet aspect de la chose. Mais c'est où ils prennent l'autorisation. Tout le monde, on va courir, on va chercher cette autorisation pour que chacun ait dodane. D'accord. Parce que ça embête tellement, ça crée même des problèmes. Ces histoires de dodane, ajoutées au fait que la saison de pluie va commencer bientôt, où certains trouvent des morceaux de bois qu'ils bloquent pratiquement devant leur domicile, oui. Et ça crée des problèmes dans la circulation. Bien sûr. Ça aussi, c'est un point qu'il faut revoir. On se retrouve juste derrière après. On continue ce débat avant de parler de l'actualité politique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retour en studio, deuxième partie de Taxi Presse. Alors, la question des dodanes, telle que Michel l'évoquait, je ne sais pas si c'est important, hein, Gérard, de revenir un petit peu là-dessus. On évoquait tout à l'heure avec le Mantisogwe le cas des compagnies d'assurance aussi. C'est aussi un vrai problème pour les usagers de la route aussi, ceux qui ont des engins.
Moi, je voudrais quand même qu'on procède par élimination. Allez-y. C'est-à-dire que d'abord, il faut voir la responsabilité de l'État. Quand l'homme parlait du problème d'assurance, est-ce que la loi dit que les motos doivent avoir une assurance? Moi, si je suis à moto, un policier ne peut pas m'arrêter et me demander mon assurance. Ce qui est sûr, ma moto ne sera pas emportée à la fourrière parce que la loi, l'État n'exige pas de l'usager de la route qui est à moto d'avoir une assurance. Si. Non. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une plaque sans votre assurance. Non, d'abord un permis. Je voulais parler de permis. De permis de conduire. Quand vous allez à l'assurance pour vous faire dédommager, on vous demande le permis. Oui, bien sûr. Je demande d'abord, est-ce que l'État même exige du motocycliste qu'il y ait un permis? C'est là qu'il y a un flou au niveau de la loi. Oui, là, il faut légiférer là-dessus, que chacun sache à quoi s'en tenir. Oui. Bien, ça c'est le truc là. Prenons le problème de dos d'âne. Je procède par élimination pour diminuer toujours les accidents. Le problème de dos d'âne, c'est vrai, mais c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est les dos d'âne qui causent le plus d'accidents? Moi, je ne pense pas. Moi, je suis souvent dans la circulation. Les accidents les plus graves, ce n'est quand même pas les dos d'âne qui les causent. Mais c'est parce que les gens n'ont pas de permis, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière, et aussi c'est parce qu'il y a des trous. C'est le plus important. Vous voyez quelqu'un, moi j'ai vu sur la route de Palimé là, un monsieur, il a pris une dame sur une moto Zémidjan, il voulait éviter un trou, ils ont été écrasés devant moi. Ça fait à peine 4 mois. Ils ont été écrasés. Bon, ça c'est pas le dos d'âne. Quand il y a des trous sur la route, est-ce que c'est du devoir de la mairie de fermer ces trous, oui ou non? Quand l'État même, quand la mairie même démissionne comme cela, c'est normal que nous mourrons. Ça veut dire qu'il y a certains citoyens maintenant qui se prennent sur eux de remblayer ces trous sur nos voies. On en voit tout le temps à Dido Gomé, à Sabado. Non, essayez de les voir. De préparer les coupeurs de route. Ça ne revient pas. Non, ce n'est même pas ça. Ces gens-là, la mairie ne vient pas faire ce travail. Il y a des citoyens qui se. Non, ce n'est pas. Généralement, c'est comme ça. Les petits-enfants, ils commencent comme ça et on prépare les futurs coupeurs de route. Il faut quand même attirer l'attention de la municipalité. En réalité, ce service-là n'est pas donné à tout le monde. Parce que pour remplir un trou là, si vous demandez aux ingénieurs, on ne remplit pas les trous comme ça, n'importe comment. Il y a des dispositions à prendre d'abord. Le fait de remplir, parce que quand ils remplissent aujourd'hui, demain ils sont là-bas. Ça devient un métier pour eux. Puisque une semaine après, c'est fini. Ils seront encore là-bas et ils prennent un peu d'argent. Et prochainement, le jour où vous n'aurez pas d'argent, vous connaissez la suite. Maintenant. Bon, en tout cas, moi je pense que c'est pour ça qu'il faut procéder très rapidement à la décentralisation. Il faut faire une gestion décentralisée de ce pays et vous verrez, chaque quartier, chaque commune va vouloir que chez lui qu'il fasse bon vivre. Il y aura une concurrence entre les communes, entre les quartiers, entre les maires et chacun va vouloir être le meilleur et surtout qu'ils seront élus. Quand vous ne faites pas bien, la prochaine fois vous n'êtes plus élu, donc chacun va vouloir travailler. Mais quand on parle de décentralisation, les gens pensent déjà à leur prébande. Ah, si on fait ça, on risque de perdre le pouvoir, on fait des calculs, mais on oublie le côté humain de la chose. Et très bien. Quand on gère un pays, alors que les citoyens meurent comme des mouches, alors à quoi bon? Très bien. Voilà. Jacques, et puis on passe à un autre sujet. Non, je crois que je voulais aborder le même aspect qu'il a évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous voulons que nos villes puissent se développer et que nos villes puissent avoir des infrastructures où on pourra respecter les feux tricolores ou soit le code de la route, il est important que quand la décentralisation va s'enclencher dans ce pays, il faut faire des appels d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever, construire une route sans appel d'offres. Faire les éclairages dans ces villes, il faut toujours passer par des appels d'offres. Donc je crois que là, on mettrait par exemple la population en branle, c'est-à-dire ceux qui ont ce bagage de pouvoir le faire, le feront. Et si aujourd'hui, au niveau d'une ville, vous ne faites pas bien, on sait que c'est à vous qu'on a attribué le marché et que cela n'a pas fonctionné, on peut vous prendre. Oui, vous voyez aujourd'hui les poteaux électriques qu'on met un peu sur les bords des routes. Il suffit seulement qu'un camion déraille, ramasse par exemple le poteau et finalement il n'y a plus d'éclairage. Oui. Donc je crois que on peine à remplacer ces poteaux et finalement vous voyez des voies qui sont bien pavées et qui sont également bien faites, mais il n'y a pas d'éclairage. Donc tout ça là, ça crée également des accidents. Je crois qu'il est important aujourd'hui
L'État ne peut pas tout faire, il faut le reconnaître. L'État est submergé, dépassé par la situation. Mais l'État peut réglementer. C'est que l'État ne réglemente pas chez nous. Réglementer veut dire ce que nous disons, c'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir des villes propres, qu'on puisse avoir une ville, une route propre et tout ce que nous voulons. Rouler à 40 km à l'heure en agglomération. Pourquoi l'État ne peut pas nous obliger à rouler à 40 km en agglomération? 40 km, vous savez, les accidents ne sont pas mortels. À 40 km à l'heure, c'est très rare. Alors pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à le faire? Vous voyez des motos filer à 60 à l'heure à travers la ville et prendre une grosse femme de 100 kg derrière. C'est pas possible. Oui, mais je crois que... Vous l'accusez, Gérard? Non, mais il suffit de voir l'aspect de la femme, vous estimez le poids. Non, je crois que c'est des choses qu'on peut quand même réglementer. Et puis l'autre aspect, c'est quoi? Vous savez... vous voyez que la plupart de nos routes aujourd'hui, le travail que le gendarme ne doit pas faire, c'est le travail là qu'il fait. Le travail que le policier ne doit pas faire, c'est ça. Et vous voyez souvent un peu partout, quand vous prenez par exemple la voie de Lomé 2 pour aller à Kégué, il y a des militaires qui sont là-bas aussi. Dès que vous franchissez le feu rouge, on vous arrête. Alors que ce n'est pas leur rôle. Ils ne sont pas dans leur rôle de le faire. Ils ne sont pas des routiers. Seuls les routiers doivent arrêter? Non, oui, vous savez que dans le corps, au niveau effectivement de la police et de la gendarmerie, il y en a qui font ça. Mais un militaire ne peut pas se lever parce qu'il est en fraction là-bas. Dès que vous commettez, il se lève pour vous arrêter. Ça, ce n'est pas son rôle. Un militaire ne peut pas vous arrêter. Il ne commence pas à vous demander votre permis ou soit votre cadre. Ça, ce n'est pas son rôle, ça. Vous voyez, donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse réglementer tout ça. Parce que si aujourd'hui vous prenez l'aspect également de certains citoyens, ils vous disent non, pourquoi c'est lui qui va m'arrêter? Il n'est pas dans son rôle. Vous voyez, donc il est important que au niveau du ministère de la Sécurité, ceux qui doivent jouer pleinement ce rôle-là n'ont qu'à le faire. Et si ils le font, lorsqu'ils arrêtent quelqu'un, ils verbalisent quelqu'un, je ne pense pas qu'une autorité peut encore appeler pour dire non, libérer la personne. Donc il est important que les uns et les autres puissent se positionner par rapport à leurs responsabilités. Bien sûr, très bien. Messieurs, merci beaucoup par rapport à vos analyses sur ce bilan un petit peu macabre rendu public vendredi dernier par le ministre de la Sécurité et ses services. C'est malheureux que les routes, compte tenu de tuyaux, Haute-Garonne, on comprend en tout cas, on espère que les choses se mettront véritablement en place pour qu'on évite que cette année 2018, qu'il y ait moins de décès sur nos routes à travers le pays, bien entendu. Alors, on va parler politique, mais juste un mot avant. J'ai retrouvé votre interview dans le journal L'Humanité ce matin. Je rappelle juste que vous êtes responsable d'une association qui s'appelle SOS Migrants. Et vous interpellez à peu près les États africains tant qu'ils ne prendront pas de mesures ou ne prendront pas en main leur développement, ils auront à subir les agendas des donateurs. C'est quoi? Nos pays africains ne veulent pas prendre des mesures véritablement par rapport au développement? Oui, mais ça c'est une évidence. Aujourd'hui, en fait, l'esprit de l'interview accordé à l'agence African News Agency, basée en Europe avec une branche à Accra, au Ghana, en fait, l'esprit c'était par rapport à la crise migratoire. Vous savez, le 18 décembre, c'était la journée mondiale des migrants. Le 14 janvier, c'était la journée mondiale des réfugiés et des migrants. Donc, on a essayé de faire une interview pour faire le point de la situation. Et il y a eu des questions relatives beaucoup plus à cette visite du président Macron au Ghana, où le président ghanéen a eu à dire certaines vérités par rapport à certains pays africains. Donc on a essayé d'en parler également. Et donc c'est dans cet esprit-là, par exemple, que vous avez cité ce passage, cette interview. Tant que les pays africains ne prendront pas en main leur destin, ils auront à subir l'agenda des donateurs. En fait, pour dire en réalité que l'aide au développement, parce que c'est la question fondamentale, et qui est la cause de l'agenda que nous subissons un peu partout en Afrique et qui conduit certains chefs d'État internationaux à nous qualifier de pays de merde. Et en fait, vous prenez par exemple tous les pays d'Afrique en général, il y a l'aide au développement. Vous prenez un pays comme le Sénégal, le budget dépend à 70% de l'aide extérieure. Oui. Vous prenez l'Afrique en général, l'Union africaine a un budget qui dépend à 80% de l'Union européenne. Et donc, tout ça aujourd'hui, ça fait que nous ne prenons pas en main nos destins, notre destin commun. Et vous prenez plusieurs
plusieurs pays, vous avez ces programmes-là qui viennent chaque temps. La Banque mondiale finance tel domaine. La Banque mondiale envoie de l'argent. La Banque mondiale fait ceci. On dit que non, la Banque mondiale a donné 60 milliards. La Banque mondiale a donné 80 milliards. Mais les gens écoutent seulement les montants. La finalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait réellement de ces sous? On dit que non, la Banque mondiale appuie un produit comme le FNFI à hauteur. La BOAD, par exemple, appuie à hauteur de 50 milliards, 30 milliards, 35 milliards. Bon, tout ça, c'est des effets d'annonce. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et si vous prenez par exemple, est-ce qu'il vous a une fois arrivé de poser la question de savoir la structuration de l'aide au développement? Quand on accorde de l'aide à un État, comment c'est structuré? Comment c'est structuré d'abord? Qu'est-ce qui va réellement à l'agriculture si c'est le domaine agricole qui est financé? Qu'est-ce qui va réellement à l'éducation si l'éducation est financée? Et que gagnent les gens? C'est-à-dire, les gens sont payés à combien? Mais quand vous voyez par exemple la structuration de l'aide, prenez par exemple, on a pris dans le cadre de la migration, on a pris un projet à Cotonou, on a financé des gens dans le domaine de l'agriculture, mais la Banque mondiale, quand vous prenez la structuration de l'aide, vous vous rendez compte que, mais écoutez, la Banque mondiale gagne plus que le pays. Comment ça? C'est elle qui donne de l'argent, non? Je vous explique. Il y a des consultants qui viennent. Qui viennent de la Banque mondiale. Il y a des experts qui viennent. Et quand vous prenez le budget global, qui est 100%, vous avez 60% qui va dans les mains des consultants et des experts internationaux. Et 40% qui va aux agriculteurs. C'est normal? Non. Dieu seul sait si les 40% iront aux agriculteurs. Parce que les nationaux n'ont pas fini de se sucrer. Donc, sur les 40%, si vous avez 20, peut-être vous trouvez 20 ou 25% qui vont réellement aux agriculteurs. Et ou bien au projet. Oui. Les 60%, c'est des missions qui viennent, des 4x4, des pick-up, des ceci. On dit non, il est en mission ici, il est en mission ici, il est un consultant international, expert international, auditeur, on dit cabinet de Deloitte. Il vient, il ramasse des milliers par. Tout ça, c'est dans l'aide. Bon, maintenant, l'État s'est endetté pour faire ci. L'État va rembourser. Finalement, qu'est-ce qu'on a au niveau de nos économies? Qu'est-ce qu'on a au niveau de nos communautés? Qu'est-ce qu'on a au niveau du développement là-bas? Et donc, la lutte contre la pauvreté, finalement, au niveau de nos États, ce sont que des chimères. Hein? Oui, mais le président Ghanéen l'a dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Afrique a tout pour se développer. On ne peut pas continuer à tendre la main à l'extérieur. Le président Ghanéen l'a bien dit. Et ça a embarrassé le président français, mais il a dit la vérité. Mais en fait, parce que nous avons tout. Nous avons un sous-sol riche. Nous avons tout pour pouvoir prendre notre destin en main, mais vous comprenez qu'avec 50 ans d'indépendance, nous sommes toujours là à tendre la main à l'extérieur. La Chine va venir faire ça, on va venir faire ceci, on va venir faire cela. Mais écoutez, finalement, on vous dicte ce que vous allez faire. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il y a beaucoup de choses qui font que le Togo est devenu, entre parenthèses, et quelqu'un qui tend la main vers tout le monde. Mais vous prenez par exemple un pays comme la Chine. Le Togo a tendu la main à la Chine pour construire LCT. Oui. On a pris l'argent à majorité au niveau de la Chine pour construire LCT. Mais vous savez, les relations qu'il y a entre la Chine aujourd'hui et les États-Unis. Mais on part à l'ONU, on va voter une résolution qui n'arrange pas forcément la Chine, mais qui arrange les États-Unis parce que les États-Unis veulent que Jérusalem. Bon, on n'a pas vu le côté diplomatique en sachant que les États-Unis et la Chine, ça ne colle pas. Vous voyez? Parce qu'on a des intérêts un peu partout. Et donc, c'est des choses qui posent problème au niveau de plusieurs pays africains. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le premier investisseur en Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Oui, le roi du Maroc est né en Côte d'Ivoire, mais il veut conquérir le marché ivoirien. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire soutient la candidature du Maroc pour intégrer la CEDEAO. Ça, c'est un gros scandale. Parce que on est là, c'est le Maroc qui soutient notre économie et il a investi beaucoup d'argent. Oui, le Nigeria dit net, mais la Côte d'Ivoire, mais moi je vous dis que dans quelques mois, on va assister à l'intégration du Maroc dans la CEDEAO. Parce que, oui, mais parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Maroc a déjà acheté des actions dans la BIDC, qui est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. La BIDC, à un moment donné, a dit « je suis essoufflé ». Le Maroc a injecté des sous. Les gens se sont posé des questions. Mais quelqu'un qui rentre dans votre banque, la BIDC, c'est l'instrument financier de la CEDEAO. Quelqu'un qui rentre dans votre banque, qui a déjà des actions, mais qui est investisseur, mais qui est en train de conquérir vos marchés. Parce que le Maroc est au Togo. Saham Assurance, BOA, et il y a aussi notre Banque Atlantique, Attijari Wafa. Le Maroc est présent au Togo. Ça, c'est juste le Togo. Vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, le Maroc est premier. Aujourd'hui, vous voyez tout ce que les gens font. La Côte d'Ivoire soutient la candidature du Maroc. Le Nigeria a dit non, mais on verra. Alors, la question de développement aujourd'hui, telle qu'elle est posée par Elom, est-ce que ça ne pose pas problème, Michel? Non. Mais je suis d'accord avec l'homme. Oui. Non, je suis d'accord avec l'homme. Ce qu'il a dit,
Nos professeurs à l'université nous ont dit ça déjà, même déjà au lycée, on nous a déjà appris ça. Ça dit que le développement, il faut d'abord qu'on compte sur nous-mêmes. Tu sais, si je prends, nous sommes Togolais, parlons du Togo. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais si au Togo, les petites ressources que nous avons, si nous les gérons bien, les voleurs sont arrêtés et punis. Bon, vous pensez que on va être aussi misérable que nous sommes actuellement? Non. Ben, si on n'arrête personne, parce que personne n'a volé. Non. C'est pas vrai. 600 millions. Non. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Le Togo, actuellement, le vrai problème. Michel, donne le mécontentement. Donne l'exemple de 600 millions, c'est rien ça. Mais quand nous parlons des routes, ça c'est récent, je voulais dire. Oui, 600 millions qu'on dise que, et même, Dieu seul sait, puisque selon nos informations, il semble que c'est plus d'1 milliard. C'est les arrangements qu'on a, parce que c'était trop, il fallait faire doucement pour que ça descende à ce niveau-là. Mais qu'on se teste comme ça, et vous voyez, ça dit que si le peu que nous avons, on le gère, les voleurs sont démasqués, les voleurs sont découragés. Mais je vous dis que nous, on serait mieux et on serait mieux respecté que ce que nous sommes actuellement. Tu sais, le professeur Joseph Gizerbo, oui, le Burkinabé disait, je le cite, que vaut mieux dormir par terre que de se coucher sur la natte du voisin. Fin de citation. Et c'est plein de sens. Ça dit que aujourd'hui notre dignité est par terre. Nous avons nos regards tournés un peu partout. Oui, mais à qui la faute? Mais à nos gouvernants. Là, je parle de l'Afrique. Oui, même si c'est le Togo. Mais c'est à nos gouvernants. Puisque c'est des options politiques dans, comment l'appelle-t-on, les prêts et autres, là, c'est des options. C'est des options. Quand vous prenez, par exemple, la SNPT, oui, cette boîte-là, entre guillemets, mais le Fatfat togolais. Togolais. On a changé le statut juridique. Avant c'était OTP, après c'était IFG, après SNPT. Je ne sais pas, c'est devenu quoi encore? C'est SNPT toujours. Voilà. Mais les milliards qui ont été injectés là-bas, et que par après, il fallait voir comment les mouvements de grève s'observaient là-bas parce que les salariés, les employés ne étaient pas. Et qu'on nous dise à un moment donné que même cette société ne donnait rien par rapport au trésor public. Comment vous pouvez comprendre cela? Vous vendez la terre et vous vous endettez? C'est la terre. Oui, le sable sur la terre. C'est pour nous la terre. On creuse, on voit, on a des problèmes. Mais comment voulez-vous qu'un pays comme ça, ça c'est entre autres, dans beaucoup de... Les gens, regardent la RDC qui a le diamant, le cobalt, tout. Mais si on veut chercher le dernier misérable du monde, peut-être c'est en RDC on va le retrouver. Vous trouvez ça normal? Mais au même moment, il faut voir la dette extérieure de la RDC. On prête, mais on ne voit rien. Au moins, les Ghanais ont prêté l'argent. Mais quand vous allez chez eux, vous voyez qu'il y a les fruits de l'endettement. Mais dans d'autres pays, il n'y en a pas. Donc, c'est une question de choix politique. Sinon, les emprunts, les prêts, tout ça là, je pense que on ne peut pas vivre à vase clos. Même si on doit le faire, il doit avoir beaucoup de calculs. C'est-à-dire qu'on doit le faire avec beaucoup de tact pour ne pas vraiment... Ce que l'homme a décrit comme tableau, c'est inquiétant. Alors, aujourd'hui... On vous donne 100 000 et il mange 60 000. C'est inadmissible. Alors que c'est vous qui allez payer avec des intérêts. Les générations, nos enfants, nos petits-enfants paieront cela. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, l'État ne peut pas vivre sans prêt. Ça, il faut le dire. Même on dit souvent par... les économistes le disent que la richesse, si tu ne veux pas ça dit que il y a une expression comme ça là, ça dit que tu ne peux pas être riche sans jamais prêter quoi. On ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches, voilà. Donc les États ne peuvent ne pas prêter, mais ça doit être, je sais, on ne les apprend rien dans ce domaine, ils connaissent. Mais vous savez, il y a aussi
des contingences politiques, tout ça là. Et bon, au fil, c'est que c'est les populations vraiment qui en pâtissent. Et à la fin, on se rend compte également que la misère qu'on veut repousser, la pauvreté qu'on veut repousser, on n'y arrive pas. Elle est juste derrière nos bâtiments. Gérard. Bon, je pense que les confrères ont tout dit. Bon, pour créer la richesse, en fait, moi je ne pense pas qu'il faut avoir du coltan, des phosphates et tout ça. On dit, c'est quelqu'un qui me disait, un ingénieur là, monsieur Fagnon, vous le connaissez très bien. Ben, il me disait, mais le Togo n'a pas les phosphates. Le Togo a la terre du phosphate. Vous avez une terre qui contient du phosphate, mais est-ce que vous avez la capacité d'extraire le phosphate? Tant que vous n'avez pas la science, vous n'avez pas le know-how, comme le dit, le savoir-faire, alors vous n'êtes pas riche. Ce qui crée la richesse, c'est la science. Non, aujourd'hui, on arrive comment à extraire le phosphate de notre sous-sol. Pas du tout. Toutes les machines sont commandées en Europe. Oui, bien sûr. Ben alors, vous n'extrayez pas les phosphates. Vous n'avez pas la capacité, sans les pays européens ou bien les autres, d'extraire votre phosphate. Ça, c'est clair. Nous pouvons peut-être extraire de l'or de façon artisanale, en tamisant tout ça. Ça, on en a les moyens. Mais les phosphates, il nous faut des moyens de l'européen. Et nous commandons encore les machines à coût de milliards. Donc, nous n'avons pas les phosphates. Et celui qui nous vend la technologie a le droit de nous imposer ces conditions. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Il va falloir qu'on s'approprie la technologie d'exploiter notre phosphate à nous. Donc, moi, je dis seulement que il faut oublier cette histoire de Yovo merci, Yovo cadeau. Non. Le Yovo ne fait pas de cadeaux, lui aussi il est là pour faire des affaires. Le tableau que l'homme vient de peindre, c'est peut-être alarmant, mais c'est de bonne guerre. Moi je ne vais pas avoir des pauvres chez moi aussi, et puis dire je vais nourrir les pauvres africains, c'est pas possible. Même si ceux qui sont moi, ils sont chez moi, ils sont riches, je ne vais quand même pas nourrir le petit africain. Je vais d'abord donner à manger à suffisance à mes concitoyens européens. Ben, s'ils sont rassasiés, ben, je leur donne l'argent encore pour faire des villégiatures, regarder un peu le monde, ce qui se passe. Ben, s'ils ont fini de faire ça, je leur donne l'argent pour aller regarder sur la Lune. D'abord, je m'occupe de mes propres enfants et après, je vais voir ce que je peux donner à ces pauvres Africains. Chacun travaille pour lui. Pourquoi est-ce que l'Africain... C'est un langage de colère, finalement, vis-à-vis des responsables africains qui ne dirigent pas. Vis-à-vis de nous-mêmes, oui, qui attendons des cadeaux de l'autre, alors que ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que nous devons dire que ben, on nous donne tel argent, il faut qu'il fasse tout pour que nous, on vive mieux? Pourquoi est-ce que le blanc doit faire pour que nous, les Africains, on vive mieux? Moi, je ne vois vraiment pas. Et Michel a parlé de la question de vol, mais je suis obligé de lui rappeler que malheureusement, cette question de vol est intrinsèquement liée à la question de la démocratie et à l'alternance. Parce que tant que vous n'avez pas une gestion démocratique d'un pays, ben comment est-ce que vous voulez qu'une équipe qui est là depuis des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je parle de l'Afrique, hein, pas seulement du Togo, comment est-ce que vous voulez que ces gens-là puissent gérer dans la transparence un pays? Puisqu'ils savent qu'ils sont là, ils étaient là, ils sont là, et demain ils seront encore là. Et ils ne rendront pas compte. Non, alors qu'est-ce qui va les Qu'est-ce qui peut les empêcher de voler? Nous voulons vivre bien comme les Blancs, comme on dit. Mais pourquoi est-ce que nous ne copions pas ce qu'ils font? C'est comme ça, eux ils font, et ils nous dominent, et ils vivent bien. Alors pourquoi est-ce que nous ne prenons pas l'exemple sur eux, en prenant tout quoi? Et la gestion, et comment ils forment leur jeunesse, et tout, pour voir si ça va marcher. Maintenant nous disons, non ben d'accord, on veut que ça marche, on veut pas qu'on vole, tout, mais on ne veut pas partir non plus, on ne veut pas changer d'équipe. Une équipe qui ne gagne pas, vous la gardez quand même, et vous rêvez de gagner. Moi, je ne comprends pas. Quand on joue au foot, c'est quand l'équipe ne marche pas, je pense qu'on procède à des changements. Ben oui, c'est comme ça. Avant de donner la parole à Jacques, excusez-moi, Michel veut rebondir. Non, en démocratie, même on vole. Il ne faut pas. Et puis. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Oui, tu dis que non, que c'est lié à la démocratie, au manque de démocratie. Ce que tu as dit. Dans les démocraties, Jérôme Kayosa qui a caché, comment l'appelle-t-on, des millions de choses là. C'est la transparence, ça, mais c'est un pays démocratique. Ça n'a rien à faire. Le vol, même dans les démocraties là, il y a les vols. Quand les gens volent, il faut les traquer. Donc la discussion n'a même pas son sens. Parce qu'en Europe aussi, il y a des pauvres. Donc ne parlons même pas de notre pauvreté. Parce qu'on peut trouver un monsieur Dupont en France qui est pauvre. Donc eux aussi sont des pays pauvres. On parle de notre ça, c'est de l'amalgame, je suis désolé. Non, pas de l'amalgame. C'est toi qui fais de l'amalgame. Oui, tu te mélanges les pinceaux pour bien, merci beaucoup. C'est pas parce que Jérôme Cahuzac a volé que tous ils volent. Mais chez nous, c'est que c'est instauré en règle d'or. Tout le monde vole. Jacques, maintenant. Non, je crois que ce débat. Oui, on parle de la gouvernance. Oui, nous retournons pauvreté. À ce que Trump a dit. Vous voyez que finalement. Mais Trump a raison.
Oui, Vous revenez encore là-dessus. Oui, mais t'as pas raison, justement. Ça, c'est un pays de merde. Comment vous pouvez comprendre, quand vous prenez par exemple le siège de l'Union africaine, qu'on nous dise que c'est la Chine qui a déboursé les sous pour bâtir ce bâtiment. Et après qu'on nous dise encore que il faut tendre toujours la main vers l'Union européenne pour pouvoir encore financer certains projets. Oui. Et on a appris cette année que finalement l'Union européenne a dû couper encore le budget qu'ils allouaient à l'Union africaine, si bien qu'ils ont des problèmes pour exécuter certains projets. Oh là là. Mais c'est quand même extraordinaire, c'est scandaleux. Donc, quoi qu'il est important aujourd'hui, au niveau des États, c'est vrai que quand vous prenez certains pays, ils font quand même des efforts. Vous savez, il est important de commencer par moraliser ce qu'on appelle l'État même. C'est-à-dire que quand vous nommez quelqu'un à un poste, il est important que cette personne d'abord, avant de prendre fonction, déclare d'abord ses biens. On sait qu'il est rentré avec une valise. Demain, il ressortira. Il faut revenir sur le débat. Oui, il faut ressortir. De la déclaration des biens. Des biens, il est important de le faire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, quelqu'un qui rentre avec une valise, hein, peut-être quand il occupe la villa, et que demain, il faut chercher un titan pour ramasser les valises, peut-être avant qu'il ne... Il a travaillé. Oui, il a travaillé, mais quelque part, il faut voir combien il a gagné, et combien il a gagné, et combien il a dépensé avant de pouvoir quitter cette villa. Donc, je crois que si on ne fait pas cette moralisation au niveau de l'État, nous aurons toujours des problèmes. Parce qu'on peut beau parler, on peut mettre les structures par rapport pour combattre contre la corruption, mais je crois qu'il est important on n'y parviendra jamais. On n'y parviendra jamais. Donc, et puis l'autre aspect de la chose, il est important que les gens comprennent que lorsqu'on vous nomme par exemple à un poste, vous êtes là d'abord pour servir les gens. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Alors que c'est le contraire que nous assistons. Les gens veulent d'abord conjuguer le verbe à la première personne, c'est-à-dire que je, en oubliant les autres. Donc je crois que quelque part, il est important qu'on puisse moraliser une fois encore. Aujourd'hui, on parle du développement, c'est vrai. Vous savez, ça ne vous a pas échappé que ces derniers jours, on évoque l'entreprise sociale de marché commun qui ressemble fort à Redémarre. Et tout cela, c'est pour repousser la pauvreté. Je me demande où se trouve l'État togolais aujourd'hui. Parce que je ne veux pas qu'après on nous parle encore d'escroquerie et qu'on arrête des citoyens. Bon, moi personnellement... Est-ce que ça ne pose pas encore un problème? Moi personnellement, je ne maîtrise pas encore le fonctionnement de la chose. Mais il y a un problème au niveau de ce pays. C'est-à-dire... Il n'y a pas longtemps. Ce que fait aujourd'hui ESMC n'est pas loin de ce que faisait Redémarre. Je parle en termes basiques. Je dis ce que fait. C'est pas très loin de ça. Sauf que maintenant, c'est plus axé sur les ODD et la lutte contre la pauvreté et la faim. Mais on constate que si c'est le même schéma, pourquoi alors avoir arrêté le gars et l'avoir mis en prison? On ne comprend pas. C'est-à-dire, il y a un problème. Mais si c'est le même schéma, presque identique ou à quelques exceptions près, à quelques exceptions près, maintenant, pourquoi est-ce que le gars a fait la tôle? Point d'interrogation. Comme on dit. Mais ça ne sert à rien, on ne comprend pas. Il n'y avait pas eu faillite. Oui. On arrête le gars, on redistribue les choses. Des gens ont mis 2 millions, se retrouvent avec 50 000 francs. Des gens ont mis 10 millions, se retrouvent avec 100 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est presque la même chose. On ouvre un compte et on injecte les sous dans le circuit. C'est comme une carte de recharge. Et chaque mois, on vient. Et puis on perçoit chaque mois, ça augmente. Mais pourquoi avoir arrêté le gars lorsqu'il faisait Redémarre? On ne comprend pas. Mais parce que les moyens dont le gars dispose maintenant, c'est plus colossal que ce qu'il avait. Hein. Il a été jugé au moins? Non, il a fait la tôle, on l'a relâché. Il a fait la tôle, on relâche. Je pense qu'on l'a coffré 2 fois. Il a fait la prison. La tôle, là, c'est plus simple. Hein. Ici, là, c'est la prison, vrai. Oui, il a fait la prison, oui. Et puis on le relâche, il relance une autre aventure. Et puis moi, on voit les autorités s'asseoir. Parce que la presse nous renseigne que un peu plus de 500 millions de Togolais 500 000. Voilà, 500 000 Togolais. Déjà. Voilà. Moi, je suis dedans. Sérieux? Avec tout le journal. Non, Gérard. Non, je ne le cache pas, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est vrai. On nous a fait une proposition. Oui, tous les journaux sont partenaires. Pour essayer peut-être d'acheter et de vendre dans le réseau. Oui, mais je dis, est-ce que ça ne pose pas problème? Oui, c'est ce que je dis, ça pose problème. Le gars, monsieur Sama, parce qu'on le soupçonnait que son truc est basé sur l'escroquerie. C'est la même chose. Peut-être avec top potentiel aussi. Récemment, le gars qui est toujours à la prison, peut-être demain il va ressortir, il va relancer un autre truc. On va le laisser, il va faire ses activités. C'est la même chose, hein. C'est presque la même chose. Moi,
En tout cas, de toutes les façons, on a 3 minutes. Bon, il s'est relancé actuellement après avoir, en tout cas, connu la prison. Mais ce qu'il fait actuellement, axé essentiellement sur l'atteinte des ODD là. Bon, ça c'est. Ouais. C'est pour peut-être. Je pense qu'il est passé par des voies, il est passé parce qu'il y a des pièces administratives, tout ça là. Si, il est passé par beaucoup de choses avant d'arriver là où il est aujourd'hui. Et nous allons voir si, parce que on l'a appris, on nous a pas dit qu'est-ce qu'il a fait. On l'a mis en prison. À un moment donné, il a plu à certains d'aller dire bon, tu n'es plus en prison, sors. Bon, et puis jusqu'à ce matin, rien. Le gars, il a toujours dit que il est vraiment innocent. Il est innocent et que c'est le consortium des banques qui a vraiment pesé lourd pour lui embêter, parce que les banques à un moment donné commençaient par s'inquiéter. Parce que lui, il était en train de sortir les Togolais de la pauvreté. Les banques trouvaient que vraiment leur business ne marchait pas très bien. Mais aujourd'hui, avec ce sont nouveaux produits, on va voir si un jour le gouvernement va encore dire quelque chose par rapport à ça. C'est pour le moment, qu'est-ce qu'on on n'a pas des moyens. Non, on ne dénonce pas. On ne dénonce pas l'initiative, mais on s'interroge. L'initiative, quand vous l'écoutez, mais c'est une initiative. Non, on l'avait écouté, c'était le même langage. Et un matin, le gouvernement est sorti pour nous dire que ce qu'il fait de l'escroquerie, et on l'a arrêté. Non, Eric, vous savez, il faut le reconnaître. Sama, c'est un homme très intelligent. Et je crois que ce que vous évoquez est pertinent. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'État laisse le monsieur encore avancer et qu'après les citoyens. C'est pourquoi j'ai parlé des pièces administratives. Oui, mais avant aussi il avait eu les pièces. Il ne faudrait pas qu'après on le laisse avancer et qu'après on sorte encore quelque chose pour dire non et puis on l'arrête et puis les citoyens perdent de l'argent. Il a dit l'État lutter contre. Oui, il a c'est le rôle régalien de l'État. C'est la même chose avec ce qui se passe avec le PNP aussi. On laisse le PNP créer son parti, on voit que c'est un cheval blanc sur fond rouge et on lui donne le récépissé. Après on dit qu'on est en train d'instrumentaliser l'ethnie. On est en train d'utiliser. Non, ce que je dis par rapport à l'État, il y a un problème. Est-ce qu'on n'a pas vu l'emblème du parti avant de donner le récépissé? Mais aujourd'hui, on dit qu'on utilise les attributs d'une ethnie à des fins politiques. Oui, les attributs, je dis. Les habits rouges que nous avons. Les attributs, je dis. Mais ça aussi, c'est du rôle de l'État. Pourquoi avoir donné le récépissé à un emblème comme ça? Ce que vous dites, ça c'est un fait. C'est-à-dire que le monsieur, au début, même jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on puisse le critiquer par rapport à sa formation politique. Voilà. Je ne crois pas. Voilà. Et par rapport à ce que Sama les positions politiques. Voilà, ce que Sama fait actuellement, je ne pense pas. La vie de Gérard avant de Mais Gérard est dedans, donc il ne peut plus parler. Non, moi j'aime faire les expériences et tout. Non, pour parler de l'offre de développement rapidement, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai causé avec un Érythréen la dernière fois. Il est restaurateur. Vous l'avez trouvé où, l'Érythréen? C'était au cours d'un voyage. Il a un restaurant quelque part à Stuttgart. Et me disait, vous savez, nous les Érythréens, depuis un certain nombre d'années, chaque Érythréen expatrié de la diaspora a le devoir de cotiser une somme modique pour l'État érythréen. Je crois que c'est 1 euro par mois, un truc vraiment modique. Voilà. Donc, et vous voyez, au Togo, le Togo a à peu près 3 millions de personnes dans la diaspora. Oui. Vous imaginez que si chaque Togolais cotisait 1 euro pour son pays par mois, ça nous ferait une bagatelle d'environ 3 millions d'euros chaque mois. Si ce pays est démocratisé et bien géré, imaginez cette facture-là de 3 millions d'euros chaque mois qui tombe au Togo. On va construire des écoles formidables, bien équipées. On va faire beaucoup de choses et ce pays peut changer. L'essentiel, c'est de faire une bonne gouvernance, mettre les citoyens en confiance et que chacun se sente chez lui. Vous verrez, l'Afrique va se développer. La première bêtise vient d'abord de nos gouvernants. On reviendra sur le sujet demain avec les autres confrères et nous abordons la question politique demain. On l'a prévu aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps de l'aborder réellement. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour le débat. Merci Jacques Yakouti. Merci Elomati Sopré. Merci. Gérard Royssan et Michel Tchadia. Merci à Emmanuel Lafadangbe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Eric Gator. À demain. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.